Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une confusion très courante, une distinction qui pourrait bien tout changer. On parle sans cesse de burn-out, d'anxiété, de stress, mais et si on passait à côté du vrai problème? Les sources qu'on analyse aujourd'hui suggèrent que beaucoup de ce qu'on appelle crise d'angoisse est en fait un signal complètement différent. Bonjour. C'est une idée assez radicale, oui, parce qu'elle remet en cause ce réflexe qu'on a de tout psychologiser. Le texte qu'on a sous les yeux explore un phénomène qu'il nomme la crise neurovégétative. Et l'enjeu, il est de taille. Si on se trompe de diagnostic, on se trompe de remède. Et on peut passer des années à essayer de calmer son mental alors que le problème est ailleurs. C'est exactement ça. Et juste pour être sûr, neurovégétatif, ça sonne un peu intimidant. De quoi parle-t-on, simplement? En fait, c'est la partie automatique de notre système nerveux. Celle qui gère la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, enfin, tout ce qui fonctionne en arrière-plan sans qu'on y pense. La crise, dans ce contexte, c'est quand ce système de pilotage automatique se met à bugger, quoi. Il sature. Le pilote automatique qui lâche. D'accord. Notre mission donc, comprendre la différence entre ça et la crise d'angoisse classique. Alors pour bien poser les bases, commençons par ce qu'on connaît le mieux, la crise d'angoisse ou l'attaque de panique. Le point de départ, d'après les sources, est très clair. Tout part de la tête. C'est le point fondamental. Le déclencheur est une pensée, une peur, une rumination. Le texte décrit une séquence très simple. Peur, corps. Une pensée anxieuse, qu'elle soit consciente ou non, envoie un signal de danger au cerveau. L'esprit perçoit une menace. Réel ou imaginaire, peu importe. Peu importe, et le tort exécute. L'alarme est tirée dans le poste de commande et toutes les sirènes se mettent à hurler dans la machine. Et ces sirènes, on les connaît bien. Le cœur qui s'emballe, la sensation de ne plus avoir d'air, l'impression qu'un poids écrase la poitrine, les tremblements, et tout ça accompagné d'une peur absolument terrifiante. Le texte la décrit avec des mots très forts, la peur de mourir, de devenir fou, de perdre le contrôle. C'est ça. L'état général, c'est l'agitation. Il y a cette énergie qui déborde, cette tension qui doit sortir. C'est une réaction de combat ou de fuite, une mobilisation générale du corps. C'est le système nerveux sympathique qui prend les commandes. Le système sympathique, c'est l'accélérateur du corps en quelque sorte, non? Celui qui appuie sur le champignon quand le cerveau crie au danger. Exactement. C'est notre système d'urgence intégré. Il injecte de l'adrénaline, il accélère le cœur pour irriguer les muscles, il aiguise nos sens. Il nous prépare à affronter une menace. Le problème, dans la crise d'angoisse, c'est que la menace, c'est une pensée. C'est une fausse alerte. Une fausse alerte, mais la cascade physiologique, elle, est bien réelle. Le corps se prépare à fuir un lion qui n'existe que dans notre tête. D'accord, le décor est planté, une alarme mentale qui déclenche une tempête physique. Maintenant, venons-en au cœur de notre sujet, là où ça devient vraiment fascinant. Le texte oppose à cela cette fameuse crise neurovégétative par surcharge. Et là, tout le scénario est inversé. Complètement inversé. L'auteur insiste là-dessus avec une phrase choc. « Tu n'as pas paniqué avant ». L'origine n'est pas une peur, mais le système nerveux lui-même qui arrive à saturation. La séquence n'est plus peur-corps, mais corps-mental. La machine lâche en premier, et c'est seulement après que le mental panique en essayant de comprendre ce chaos qu'il ne maîtrise pas. C'est une idée puissante. L'image utilisée dans les notes est celle du corps qui tire le frein d'urgence. Ce n'est pas le conducteur qui a peur, c'est la voiture qui s'arrête net. C'est une excellente métaphore. C'est comme le système électrique d'une maison qui disjoncte, pas à cause d'un intrus, mais parce que trop d'appareils tournent à plein régime depuis trop longtemps. D'accord. Le texte énumère d'ailleurs des déclencheurs très concrets pour cette surcharge. Être éveillé depuis plus de 12 heures, un état d'hyperconcentration. Une forte charge émotionnelle accumulée même positive, c'est ça? Oui, même positive. Une respiration constamment superficielle ou simplement une fatigue profonde. C'est une accumulation, une sorte de dette physiologique. Ce n'est donc pas un événement psychologique, mais presque métabolique. On parle de ressources, de batteries qui se vident. Absolument. L'hyperfocus créatif, par exemple, c'est extrêmement coûteux en énergie nerveuse. Une journée remplie d'émotions fortes, même joyeuses, puise dans les mêmes réserves. Quand ces réserves sont à sec, le système n'a plus le moyen de fonctionner, et donc il active un protocole d'arrêt d'urgence.
Et les symptômes de cet arrêt d'urgence, même s'ils ressemblent un peu à l'angoisse, ont des saveurs différentes d'après le texte. On parle d'une douleur thoracique, vive, très localisée, pas de cette oppression diffuse. D'un sentiment de confusion, d'absence, comme si on était derrière une vitre. Ce sont des indices cruciaux. Le texte mentionne aussi des difficultés à parler, des fourmillements dans tout le corps, une sensation de déconnexion. Ces signes sont très révélateurs. La difficulté à parler, ce n'est pas la peur qui coupe le souffle, c'est un bug du système. Ah oui. La confusion n'est pas le fruit de pensées qui s'emballent, mais au contraire d'une sorte de vide mental. La pensée qui domine n'est pas « je vais mourir », mais plutôt « qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas ». Et le texte est formel. Il ne faut pas interpréter ça comme de la panique, mais comme des signes de freeze ou de shutdown. C'est une réaction d'immobilisation. L'état n'est pas l'agitation, mais la sidération. C'est une implosion, pas une explosion. La distinction entre agitation et sidération est fondamentale, oui. L'agitation, c'est une hyperactivation, une énergie qui cherche à sortir. La sidération, c'est une hypoactivation, un effondrement. C'est le système nerveux qui passe en mode économie d'énergie forcée. On n'a pas envie de courir, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Exactement. Il ne se prépare pas à fuir, il s'éteint. C'est une stratégie de survie primitive, comme un animal qui fait le mort. Sauf qu'ici, le prédateur est interne, c'est l'épuisement. D'accord, la distinction est très claire sur le papier, mais alors une question me vient, pourquoi est-ce qu'on les confond tout le temps dans la vraie vie, si les mécanismes sont si différents? C'est la question à 1 million. Les sources identifient plusieurs raisons. La plus évidente, c'est que, de l'extérieur, les symptômes peuvent se ressembler. Quelqu'un qui est pâle, qui a du mal à respirer, qui semble en détresse, que ce soit par panier ou par effondrement, ça va générer la même inquiétude. Le diagnostic de surface est le même. C'est ça. Et j'imagine que ça se complique encore aux urgences. Le texte en parle. La personne arrive, on fait tous les examens, électrocardiogramme, prise de sang, et on ne trouve rien. Rien du tout. Tout est normal. Et face à des résultats cliniques parfaits et des symptômes spectaculaires, la conclusion par défaut, c'est dans la tête. On se rabat sur la crise d'angoisse. Voilà. On se rabat sur l'explication psychologique la plus connue, la crise d'angoisse. Parce que cette surcharge du système nerveux, elle est invisible aux examens standards. On ne mesure pas le niveau de batterie du système nerveux autonome. Attendez, je veux être sûre de comprendre. Si aux urgences, tous les tests sont normaux, comment un non-spécialiste peut-il faire la différence? Est-ce qu'on ne risque pas de juste créer une nouvelle étiquette chic pour ce qui reste au fond de l'anxiété? C'est une excellente objection. La différence, elle ne se voit pas sur un électrocardiogramme. Elle se trouve dans le contexte et le ressenti. La clé, c'est ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y avait une montée de peur, des pensées angoissantes? Ou est-ce que ça a frappé sans prévenir après une longue période de tension, de travail, de manque de sommeil? C'est l'interrogatoire du pilote. C'est ça, pour savoir si le problème vient de sa panique ou d'une panne moteur. L'étiquette, elle n'est pas là pour être chic. Elle est là pour orienter vers la bonne stratégie de maintenance. Et ne pas le faire, confondre les deux, ce n'est pas anodin. Le texte met en garde contre une pensée qui semble pourtant rassurante. Bon, ce n'était qu'une crise d'angoisse, je peux continuer comme avant. Pourquoi est-ce si dangereux de penser ça? Parce que ça revient à ignorer la nature du signal. Ce n'était pas un simple incident psychologique, une peur irrationnelle. C'était une alerte physiologique. Le corps a atteint une limite. L'ignorer, C'est comme mettre un bout de scotch sur le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord? c'est exactement ça. En se disant « ce n'est que dans ma tête, le moteur va très bien », jusqu'à la panne sèche sur l'autoroute. Continuer comme avant, c'est méthodiquement recréer les conditions exactes qui ont mené à la surcharge. On ne résout pas le problème, on garantit juste que la prochaine fois, le shutdown sera plus sévère. D'accord, donc on a un diagnostic complètement différent. J'imagine que ça veut dire que les remèdes de grand-mère contre l'angoisse, du style respire un bon coup et pense à autre chose, ça ne va pas vraiment fonctionner ici. C'est le point crucial de toute cette analyse. Tenter de raisonner un système nerveux épuisé est aussi inefficace que de crier sur une batterie de téléphone vide pour qu'elle se recharge. L'approche doit être radicalement différente. Là où la crise d'angoisse se travaille par le mental, la thérapie cognitive, la gestion des pensées, la crise de surcharge, elle, se régule par le corps. Alors, que dit le texte sur ce qui aide vraiment? C'est très concret. Il ne parle pas de se calmer, mais de repos nerveux. C'est un concept plus profond. Et de pause corporelle obligatoire. Le repos nerveux, c'est activement réduire les stimuli. Moins d'écran, moins de bruit, moins d'interactions sociales intenses.
C'est donner au système nerveux une chance de se recalibrer. Les pauses corporelles, c'est une discipline. S'arrêter toutes les heures, même 2 minutes pour s'étirer, respirer, regarder par la fenêtre. C'est interrompre ce cycle d'hyperconcentration qui vide les batteries. Le texte ajoute 2 autres éléments qui m'ont vraiment interpellée. Le premier, c'est de clôturer consciemment les phases créatives. C'est une idée assez contre-intuitive, ça, hein. On pense souvent que les créatifs doivent laisser leur esprit vagabonder, mais là, on suggère qu'il faut un interrupteur off. Pourquoi? C'est un point fascinant, oui, surtout dans notre culture du travail intellectuel. Le cerveau peut continuer à tourner sur un problème et à consommer de l'énergie des heures après qu'on a fermé l'ordinateur. Créer un rituel de fin de journée, une courte marche, écouter un morceau de musique, ranger son bureau, ça envoie un signal clair au système nerveux. La tâche est terminée, tu peux passer en mode repos. Sans ce signal, le moteur continue de tourner au ralenti et il ne se recharge jamais complètement. Jamais. C'est une forme d'hygiène nerveuse. Et le dernier point, qui semblait évident mais qu'on oublie tout le temps, la respiration lente et, surtout, le respect du sommeil. Ce sont les piliers. Une respiration lente et abdominale active le système nerveux parasympathique, notre frein naturel, celui qui calme et qui répare. Et le sommeil, eh bien, c'est simplement le moment où le système se recharge et se nettoie. Le texte est clair. Ignorer le sommeil, c'est programmer l'épuisement. C'est non négociable. La distinction est donc totale. D'un côté, on traite la crise par la cognition, en reprogrammant le logiciel mental. De l'autre, on la prévient par la physiologie, en gérant le matériel, l'énergie, les cycles de charge et de décharge du corps. C'est un changement complet de perspective. La question à se poser après un tel événement n'est plus « de quoi ai-je eu si peur ?», mais plutôt « comment ai-je pu laisser mes batteries se vider à ce point ?» On passe de la gestion de la peur à la gestion de l'énergie. Alors, si on devait synthétiser tout ça, on a exploré une distinction en miroir. D'un côté, la crise d'angoisse classique, le mental, le pilote, qui panique et déclenche une réaction physique. De l'autre, la crise neurovégétative, le corps, la machine, qui arrive à saturation et force un arrêt d'urgence. C'est ça, un shutdown que le pilote subit avec confusion et détresse. Oui. L'image du frein d'urgence tiré par le corps proposé dans les sources est vraiment la clé de tout. Elle change notre regard sur l'événement. Un frein d'urgence, ce n'est pas un signe de faiblesse ou un défaut. C'est un mécanisme de sécurité conçu pour empêcher une catastrophe bien plus grande. Reconnaître ce coup de frein pour ce qu'il est, un signal de saturation physiologique et non une défaillance psychologique, c'est la première étape pour adopter un mode de vie plus durable. Plus à l'écoute de ses propres limites, en fait. Exactement. Et pour finir, une dernière pensée à méditer. Cette analyse se concentre sur la différence d'origine entre ces 2 crises, l'esprit contre le corps. Ça soulève une question beaucoup plus vaste qui est combien d'autres signaux de notre corps est-ce qu'on interprète de travers simplement parce qu'on essaie de tout expliquer avec une narration purement psychologique. Toutes ces fatigues, ces maux de dos, ces baisses de morale qu'on met sur le compte du stress, et si c'était juste des messages très directs de notre physiologie qui nous dit « ralentis, recharge-moi ».